Mais bonjour, bonjour à tous et enchanté. Je vais peut-être commencer par partager mon écran. Ou bien c'est déjà fait? On voit déjà mon Non, non, écran? non, c'est toi qui dois partager. Ah oui, Et c'est ça, hein. moi, Ouais, maintenant, je me tais, je te donne la parole. Bienvenue, Juan, et merci de prendre Salut à le temps tous. d'informer Donc, le je vais, startup. avec plaisir, avec plaisir. Donc, je vais partager tout mon bureau. Ça devrait le faire ici. Et vous me dites qu'on voyait. Nickel. C'est bon, vous voyez mon écran? C'est parfait. Ouais. Hop, voilà, nickel. Euh, Et juste, ouais, si je suis tout à fait ouvert à ce que vous posez vos questions quand vous voulez, il n'y a aucun stress. Si juste je peux te demander alors du coup, Bernard, de les reprendre sur le chat. Ouais, Et ok. comme ça, tu me les dis à la limite et je les réponds tout de suite ou bien on les répond à Ok, la fin, ouais, on voit. on va le faire comme ça. Si vous avez des Ça, c'est questions, vous cool. les posez sur le chat et comme ça, moi, j'irai piocher dans l'ordre les questions sur le chat. Et si vous entendez, si je peux juste vous demander de couper les micros au cas où il y a Ouais, du ce que j'ai. bruit derrière vous, etc. Comme ça, on entend juste Juan. Voilà, je te laisse la parole, Juan. Ce que j'allais dire. Donc l'idée, bah, comme on est tous, on bosse dans un écosystème qui est startup, je pense qu'on n'a pas 1000 heures, et je pense qu'on va en parler par après. Et c'est de venir avec des tips qui sont hyper actionnables pour votre business. On est orienté B2B, donc on va vraiment vous montrer, grosso modo, dans un premier temps, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau de la psychologie de la vente et comment ça s'applique dans les environnements B2B. Prendre des exemples, par exemple, chez Odoo, comment tu mets en place un certain type de psychologie de vente. Ensuite, on va parler vraiment du système que tu peux mettre en place pour générer des leads, pour aller gérer tes opportunités également. Parce que Dieu sait que, je suis bien placé pour le savoir, les commerciaux ont tendance à super fort surestimer leur pipe commerciale. Et donc, il y a des moyens hyper objectifs, en fait, pour générer déjà un pipe de qualité et des opportunités de qualité et également aller avoir une vue vraiment prédictible sur ces sales. Je pense que tout fondateur des PME, startups veut vraiment avoir une vue très claire de ce qui va être closé, entre guillemets. Ensuite, on va parler quelque part autour de ça des outils qu'on peut utiliser euh, pour, euh, pour aller digitaliser et générer des opportunités de qualité. Et puis derrière, une fois qu'on a ces opportunités-là, on va réfléchir, regarder en fait comment on peut les transformer, quelles techniques on peut utiliser de closing, de négociation. Et au final, on va faire un petit mot sur, une fois on commence à grandir, hein, tu as des boîtes qui peut-être parmi vous font, je sais pas, vont peut-être faire une première levée de fonds de 400 000, 500 000 euros et qui sont encore dans cette découverte de marché, qui doivent trouver encore leur market fit et qui vont engager leurs premiers commerciaux. Tu as peut-être des boîtes parmi vous qui sont en phase de scaling, qui ont déjà peut-être 500 000 ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui sont en train de mettre vraiment en place entre guillemets, une dream team. On va voir quelque part les différents rôles que tu peux avoir dans une équipe commerciale et à quel moment il faut les recruter et pourquoi. Donc ça, c'est vraiment l'agenda du jour. Au risque de me répéter, n'hésitez surtout pas à intervenir, à poser des questions et voilà, j'ai vraiment envie que ça soit interactif. Ok. Juan, si tu savais juste nous montrer le slide en cours, parce que là, il y a la diapositive suivante. Donc, si on Ah, savait juste voir le slide qui est en cours, en fait. ah ouais, ouais, ok. Attends un Tu vois ce que je veux instant. dire? En mode Yes, je présentation. comprends. Attends, je vais regarder. Ah ouais, mais tu sais quoi? Attends, je vais enlever l'écran à côté. Ça sert à rien. Et normalement, attends, je vais essayer de le mettre en grand. Ouais, il est toujours à côté là? Ouais, Ok, il est toujours sur le côté. ok, désolé. Le mode présentateur. Ah, attends, Il veut sinon, pas? tu sais quoi? Non, mais sinon, je vais l'ouvrir en PDF. Ouais, ouvre-le en PDF, ce sera mieux. Ça sera peut-être plus simple. Ça sera encore mieux. Comme ça, on va pas se prendre la tête. Euh, voilà. Faut toujours avoir un backup, hein. Voilà. C'est bon pour vous? Magnifique. Ok. Voilà, voilà. Peut-être première leçon, toujours avoir un backup. On ne sait jamais ce qui peut se passer lors des transactions. Voilà. Alors,
C'est clair, hein, je pense que Bernard sera d'accord avec moi. Un des grands challenges, un des grands défis des réseaux sociaux, des médias, mais également de l'entreprise, c'est capter ton attention. C'est super important. Quand tu vois en fait l'évolution, au début des années 2000, on avait environ une span to attention, qu'on a en anglais, de 12 secondes. Aujourd'hui, on est plutôt à 8 secondes. Ce qui est ridiculement bas. C'est pour ça qu'on voit des plateformes, notamment, tu vois, comme LinkedIn, comme TikTok, qui vont plutôt plus en plus vers la vidéo. Mais ça, c'est un autre sujet. Du coup, dans ce contexte-là, super important d'avoir un pitch, ce qu'on appelle un elevator pitch, qui est de l'impact et que les gens retiennent. Et c'est vraiment pas évident. Alors moi, ce que je vois souvent, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Bernard, mais dans les cocktails ou quoi, quand tu demandes « tu fais quoi ?» La plupart des gens, ils se présentent en mode « Ouais, salut, je suis formateur et donc, en fait, je propose des programmes de formation, je sais pas, en ligne et on fait ça avec une équipe de 50 personnes. » Et en fait, après 30 secondes, okay, merci, au revoir, ciao. T'as déjà oublié ce qu'il a raconté, tu vois. Ça te parle, ça, j'imagine, tu as genre de truc-là dans ce cocktail. Bernard? Ouais, d'office, j'étais en muet. Non, Ouais. ça c'est clair que keep it simple, keep it short, keep it essential, and keep it authentic. Exactement. Et pour moi, il y a la première chose à faire quand tu es dans une startup, une des premières choses, c'est tu mets un pitch que tout le monde va suivre à sa manière, que ce soit authentique. Okay. Et là, ici, je peux vous donner 3 types de structures qui, pour moi, fonctionnent assez bien. Après, vous en faites ce que vous voulez, regardez ce qui vous convient bien. Le premier, donc je vais introduire du coup CSRise, c'est la suivante, je vais vous le faire et puis je vais vous expliquer la structure. Nous aidons des fondateurs de start-up ou PME qui sont dans le digital à transformer leur entreprise en machine commerciale. En d'autres mots, concentrez-vous sur votre produit et nous, on va vous aider à vendre. En une phrase, 2 max, j'ai résumé et puis après, call to action, je demande est-ce que vous voulez qu'on en parle? On prend un café, comment, on y vient par après. Okay, ça, c'est une première chose. Première structure, très simplement, on commence par nous, on aide qui, la cible, à faire quoi? On présente en fait le bénéfice. Okay, et puis, on explique en un mot la proposition de valeur. Une autre manière, une autre structure, c'est de commencer par le P. Donc, imaginez, je rencontre Jean-Martin. Et la première chose, c'est que je vais observer la personne de façon à pitcher en fait, de manière différente en fonction des personnes. Ça, c'est un truc que les gens oublient aussi. On va y revenir par après. Vous avez autant de personnalité que d'humains, et donc il faut regarder si la personne déjà a l'attention. Donc, bref. Comme ce que je disais, la deuxième manière, c'est aujourd'hui, plus de 50% des PME ou des startups qui sont en digital n'ont pas de vue claire sur les revenus commerciaux qu'ils vont générer en dehors les 3 mois. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous aide à définir des processus commerciaux de façon à ce que votre entreprise devienne une machine commerciale. Tu vois? Donc là, c'est une autre manière de présenter les choses. J'ai parlé du problème que beaucoup de startups dans le digital ou de PME ont. Et du coup, après, je présente ma solution. Après, derrière, évidemment, call to action. Tiens, ça vous intéresse de savoir comment? Je propose de prendre un petit café. Donc, très simple. Vraiment, ici, les 2 premières manières. Il y a une 3e manière qui marche super bien aussi, qui est assez différente. Je vais vous donner des exemples concrets, ici chez Jimmy et chez Odoo, c'est de travailler par métaphore ou par analogie. Tu vois? Donc, si je dis SalesRise, je pourrais dire on est le McKinsey de la vente pour les PME et les startups. Voilà. Dans le B2B, dans le digital. Voilà, très simple, les gens retiennent. Alors après, il y a toujours, tu peux dire, ouais, pourquoi McKinsey? Ok, on peut expliquer, mais ça crée la conversation. Gymlib, c'est, voilà, je vais expliquer le chèque repas du sport et du bien-être, société qui maintenant a été en partie rachetée par Sodexo. Voilà, chèque repas du sport et du bien-être. On avait un autre tagline, c'était le Netflix du sport et du bien-être. Mais là, c'était un peu trop B2C, mais ça
Ça marque les gens. Chaque repas du sport et du bien-être, OK, tu vois que c'est pour les DRH, tu comprends tout de suite, t'as catché. Odoo, maintenant, c'est plus le cas parce que tout le monde connaît Odoo, mais si en 2010, à l'époque où on y était, Bernard, j'aurais dû pitcher Odoo, je dit, OK, SME number choice instead of SIP. Une autre manière de faire une métaphore. Alors pourquoi? Parce que, juste pour la petite histoire, Odoo s'était un peu présenté comme le Robin des Bois. C'est une autre stratégie qui fonctionne bien. Le Robin des Bois, en fait, pour les PME est l'alternative numéro 1 à SAP. Fabien, le CEO d'Odoo, n'arrêtait pas de comparer Odoo à OpenRP à l'époque à SAP. Ce qui faisait parfois un peu rire, hein, mais bon, il y croyait, il y croit toujours. Il est absolument, lui, convaincu que d'ici 10-15 ans, en fait, Odoo sera la référence absolue pour tous les PME dans le monde. Et, voilà, quoi. Et son ennemi, et c'est là où il a un peu la stratégie Robin et moi, c'était SAP. Quoi. C'était le gars, la licence qui coûte 15 000, 20 000 balles avant que même tu commences. OK, non, no way. Quoi. Ici, pas de bullshit. Tu as directement un démo, c'est open source et tu peux implémenter la chose. Quoi. Donc, tu vois, des analogies, ça fonctionne bien. Et ce qui est encore plus compliqué à mettre en place, une fois que tu as déjà un pitch qui est vraiment tailor-made et que tout le monde va respecter et que tout le monde va mettre en place à sa sauce, en fait, finalement, c'est l'adapter à n'importe quel type de personne. Alors, tu as vraiment… Alors, ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est regarder sur base d'une méthode DISC, la méthode DISC, qui va définir, catégoriser les gens en quatre grandes couleurs. Donc, grosso modo, tu as les rouges. Les rouges sont les personnes qui sont très exigeantes, ambitieuses. Grosso modo, c'est le mec qui rentre dans l'ascenseur, tout ce qu'il veut, lui, il va appuyer 4 fois sur le bouton pour être sûr d'arriver au 4e étage. Là, c'est un signal que lui, c'est un rouge. Ça, c'est clair. Le jaune, c'est un autre type de personne, c'est pour qui, en fait, c'est un type la personnalité qui s'entend bien avec tout le monde, tu le vois dans un groupe, il discute, il se marre, lui, il veut l'harmonie. Et donc, le discours qu'on va utiliser va être aussi un petit peu différent. Le rouge, le discours qu'on va utiliser, c'est to the point. Tac. Le jaune, tu vas lui montrer que, en fait, dans ta solution, tu vas créer de la cohésion. Et lui, ça va lui parler. Le bleu, c'est plutôt le consultant, c'est l'analytique. Lui, il va observer, c'est typiquement le consultant chez PwC, tu vois, ou chez McKinsey. Lui, il faut lui parler en termes de chiffres, tu vois, il faut parler en termes d'analytique, il faut être très, très down to earth. Il achètera un peu moins par l'émotionnel, par exemple, qu'un rouge qui peut être très, très impulsif. Quoi. Voilà, donc, c'est encore un autre type de personne. Et puis, le vert, c'est celui qui veut la stabilité. Pour lui, le groupe est super important. Il ne veut surtout pas se mettre les gens à dos, donc tout à fait l'inverse d'un rouge. Hein. Il est assez introverti, par contre, donc il veut quelque chose de très conservateur. Donc lui, ce qui va lui convaincre beaucoup, c'est des références. Par exemple. Ça, si on prend en termes de business, quel type de profil on a, c'est des généralités, bien sûr, mais le vert, ça va être plutôt, tu vois, un genre vert et bleu, hein, mais IT manager. Le bleu, c'est le consultant, le financier, le CFO. Le jaune, il va plutôt être DRH. C'est le genre de profil qu'on voyait assez bien à DRH. Et le rouge, le patron ou le directeur commercial. Tu vois. Et du coup, en fait, quand tu as ce pitch-là dans ta boîte, c'est important, de nouveau, comme je disais, d'avoir un certain équilibre, il y a quelque chose de super important également à comprendre que quand tu fais ton site internet, quand tu crées des lead magnets, quand tu vas… c'est super important dans la psychologie de la vente, c'est de respecter les principes de Cialdini. Alors d'abord, c'est qui Cialdini? Cialdini, en fait, c'est le père de la psychologie sociale moderne. C'est un Américain, pour information, ça va vous faire marrer, mais il a écrit un livre qui s'appelle « Influence et manipulation ». Et donc, il a érigé 6 principes que tu peux mettre en place et qui vont permettre d'influencer et potentiellement convaincre ton interlocuteur ou une entreprise. Tu vois. Et on les trouve en fait dans le business tous les jours. C'est vraiment les trucs que vous voyez tout le temps. Premier, par exemple, c'est le liking factor. C'est le fait que simplement tu vas aller acheter ton software chez ton vendeur, par exemple, parce que
fondamentalement, c'est lui que tu aimes bien et que tu as vraiment envie de l'acheter parce que c'est la personne qui t'a séduit. La réciprocité, c'est un truc que tu vois tout le temps, de nouveau, mais c'est super important de le faire avec authenticité. C'est le fait que quand on donne quelque chose, tu es redevable. Alors là, tu vois un exemple de site internet, tu as un blindé, tu mets ton adresse email, tu reçois plein de free tips. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des white papers, qui font des sessions gratuites d'information? C'est parce que quelque part, ils vont consciemment ou inconsciemment appliquer ce principe de réciprocité. De nouveau, ça marche très bien si c'est avec authenticité, il n'y a aucun problème. Tu vois. Si tu apportes de la valeur, il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas le cas, si c'est la manipulation, alors il ne faut pas le faire. Le principe du consistency, c'est vraiment très, très applicable dans le SaaS, dans tout ce qui est software, mais le marketplace aussi. C'est le fait que quand toi, utilisateur, un acheteur potentiellement de solution, ça va être très compliqué en fait de ne pas acheter une solution si tu as déjà passé beaucoup de temps à l'utiliser, à la tester. C'est pour ça qu'il y a des free trials qui existent. C'est pour ça que les gens reçoivent aussi des tips and tricks et des trucs comme ça. Je prends l'exemple ici de Salesforce, mais c'est applicable chez Odoo, c'est applicable chez Showpad. Enfin, il y a plein de boîtes dans lesquelles c'est applicable. Et puis, tu as 3 autres principes qu'on voit également beaucoup dans le B2B. Tu vois, il y a un principe que moi j'aime bien et une boîte avec laquelle on a bossé l'an passé et que je trouve assez innovant qui s'appelle Swile. Avant c'était Lunch et ils sont devenus, ils s'appellent maintenant Swile. Swile, ils vont arriver en Belgique, hein, donc ils ne sont pas encore, mais en France c'est le plus grand concurrent de Sodexo. Ils ont créé en fait une espèce de carte de crédit dans laquelle tu as tous tes chèques repas, éco-chèques, on en parlait tout à l'heure. Tu as tous tes avantages extra-légaux, tous tes bénéfices qui sont sur une carte de crédit. Donc, c'est vraiment pas mal. Les mecs, ils avaient fait une grosse campagne où ils avaient pris leurs clients. Donc, ils avaient appliqué un principe qui est client important, qui est Xavier Niel ici. Xavier Niel, c'est un investisseur très connu dans les startups. Il a créé Free. Tu connais, hein, je pense, hein, Bernard, vous connaissez normalement Free. Free.fr, qui ne connaît pas? Ouais. Tu dis? Qui ne connaît pas, qui ne connaît pas Free.fr? Ah ouais, non, d'office. Ouais. Ouais. Et le gars, il a investi notamment dans Odoo via un de ses fonds d'investissement. Bref, donc là, en fait, ils ont appliqué le principe de l'autorité. C'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment quelqu'un de super connu pour crédibiliser leur message. Et en même temps, ils ont mêlé un autre principe de base qui est le social proof. Et donc, en fait, de montrer, tu dis par exemple, voilà, faites comme plus de 1000 ou 7 millions d'utilisateurs qui sont déjà super contents. Et donc, du coup, en fait, ça va rassurer ton utilisateur. Donc, ils ont vraiment mêlé ces 2 principes-là, c'est pas mal. Et puis, un dernier principe de Cialdini, c'est le scarcity. Simplement montrer que tu peux faire ton offre est limitée dans le temps. Alors, il faut faire très gaffe à ça. Je pense qu'on en a parlé hier et je le vois plusieurs fois dans nos interventions. C'est que si tu appliques ce principe comme un vendeur de tapis, il ne faut pas le faire, ça ne marche pas. Laisse tomber. Si ton offre est limitée au 31 janvier et que tu as un discount de 50%, et que le mec t'appelle le 1er février, c'est fini. Voilà. Faut pas aller plus loin. Sinon, ça fait vraiment vendre de tapis et chaque mois, tu as une réduction. Quoi. Je crois que tu parles d'expérience, hein, Bernard. C'est Wix qui est tout le temps à moins 50%. Et en fait, oui, c'est vrai. Tu reçois des emails tous les jours. Ouais, non, dernier jour demain. Mais bon, voilà, tu perds un peu de crédibilité à un moment. Exactement. Et donc, tu vois, une fois que tu as compris ces principes psychologiques, tu peux commencer à t'attaquer à générer en fait des leads. Et aujourd'hui, il n'y a pas une méthode unique qui fonctionne et qui est la méthode absolue pour n'importe quelle boîte. Ça ne marche pas.
Par contre, il y a des moyens ou des méthodes assez smart qui permettent de générer des leads de manière digitale sans trop dépenser d'argent. Et je vais vous montrer ici un exemple, un flux concret. Donc là, c'est sur papier, puis je vais vous le montrer sur LinkedIn. Comme ça, on va vraiment voir comment ça fonctionne. Donc ici, juste pour vous expliquer, le flux, c'est un flux donc, de chez Influence, donc agence de marketing digital spécialisée en marketing d'influence, et eux, leur persona, leur target, ce sont des marketing managers. Okay, donc marketing manager de grosses marques, de grosses enseignes dans le télécom, dans l'IT, donc Samsung ou quoi, ou bien dans les FMCG, genre Procter & Gamble, genre Mars, c'est ce que tu veux. Et donc, ce qu'on a mis en place dans l'accompagnement, c'est différents tools qu'on a utilisés. La première chose pour targeter, on va le voir par après, c'est utiliser CS Navigator. Ensuite, ils vont en fait aller ce qu'on appelle scraper les données, c'est-à-dire aller transformer des données sur LinkedIn qui sont non utilisables en un fichier Excel avec le profil de la personne, le nom, le prénom, l'entreprise dans laquelle elle bosse, et puis enrichir ces informations, parce que souvent, en fait, il manque encore l'email et le numéro de téléphone. Et donc, en fait, ils vont enrichir les informations avec l'email et le numéro de téléphone. Et une fois que, finalement, votre fichier Excel est tout à fait prêt et que vous avez toutes les informations, en fait, ils vont envoyer cette campagne, soit, alors, je ne suis pas en train de faire la pub pour un outil ou l'autre, hein, peu importe, il y en a plein des outils d'emailing et de multi-channel, il y a la Growth Machine, il y a Lemlist, il y en a plein, ici c'est HubSpot, mais peu importe. Donc là, email, ils vont utiliser HubSpot, et pour LinkedIn, ils vont utiliser Wallaxy, qui est un outil de prospection commerciale sur LinkedIn. Donc concrètement, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, sortir un peu du PowerPoint et rentrer dans quelque chose de super concret. Tac. Donc, on va se connecter. Je vois ici sur mon écran. Je vais vite prendre. Voilà, ok, nickel. Vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Ouais. Yes. Yes. Ok, donc la première chose qu'on a fait, alors première chose, c'est que ils sont procurés une licence LinkedIn Sales Navigator. Donc Sales Navigator, ça permet en fait d'avoir des filtres qui sont beaucoup plus précis que simplement avec LinkedIn. Okay, donc qu'est-ce que ça permet de faire? Et combien est-ce que ça coûte par mois? Alors ça coûte 90 balles par mois, tu vois. Ça coûte 90 balles par mois et ça permet d'avoir une vue avec tous les filtres. Donc, je vais l'expliquer ici. Donc ici, tu peux voir par exemple tous les événements ou les groupes auxquels appartiennent ton persona. Par exemple, si tu vises des DRH, tu peux aller voir si tu as un groupe en particulier dans lequel ils sont actifs, je ne sais pas moi, HR Congress, ou je ne sais pas trop quoi, HR Professionnel, j'en sais rien, je dis une connerie. Tu peux voir en fait tous les DRH qui sont dans ce groupe-là. Okay, tu vois, tu peux voir également, là je ferai une différence entre LinkedIn Sales Navigator et LinkedIn classique. Okay, tu peux voir également tous les contenus qui ont été postés potentiellement sur une thématique définie, je ne sais pas, burn-out par exemple, et donc en fait aller choper toutes les personnes qui ont commenté sur un post. Okay, tu peux aller voir si tu as par exemple, tu es connecté avec le gourou dans le domaine des RH. Là, je vais aller voir un gars que je connais bien qui est bien connecté dans ce monde-là. Voilà, voir toutes les connexions de ce mec-là. Tu vois, donc en fait, tu peux créer une campagne où tu vas aller dire dans ta première note d'introduction, salut, je vois que tu es en relation avec ce mec-là, Jean-Paul Erard. Salut à Jean-Paul, il ne m'en voudra pas. Et du coup, tu peux créer ton icebreaker assez facilement. Tu vois, okay, donc c'est vraiment la différence. Et puis tu peux utiliser ce qu'on appelle des spotlights, c'est-à-dire que, comme tu sais, hein, sur LinkedIn, grosso modo, tu as 800 millions d'utilisateurs. En Belgique, tu as 80% de la population active qui est sur LinkedIn, donc c'est quand même beaucoup dans le B2B. Mais bon, malgré tout, tu as environ, tu vois, genre un peu plus de 50% qui n'est pas trop actif, quoi. Et donc, tu peux voir si les mecs, ils ont changé de job. Bon, ça, c'est une première chose pour avoir un icebreaker qui est intéressant. Un icebreaker, c'est juste pour briser la glace, hein, pour avoir un contexte, en fait.
où tu peux voir, par exemple, s'ils ont posté sur LinkedIn récemment, etc. Donc, tu peux voir directement s'ils sont actifs ou pas. OK. Après, je n'ai pas fait une démo de tout sur LinkedIn, hein, on pourra en discuter éventuellement, mais comme ça, je vous montre déjà deux, trois différences. Et donc, pour revenir à nos moutons, ici, pardon, on est en train de travailler avec une société qui commercialise un logiciel de prévention au burn-out. Donc, c'est pour ça que je parlais des DRH. Okay, et donc, eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de créer en fait une campagne avec des DRH qui se trouvent principalement donc, dans le Brabant wallon, Bruxelles et Brabant wallon, donc des profils francophones, et qui en plus de ça ont déjà des connexions avec certaines personnes. Tu vois, donc c'est ce qu'on voit ici, on a vraiment ce profil-là. Et alors là, je me retrouve avec une liste qui n'est pas exploitable. Enfin, pas exploitable, qui dit, OK, c'est cool, mais je ne sais pas faire grand-chose avec tout ça. Et donc, ce qu'on va faire, ce qu'on a mis en place, c'est on va en fait sélectionner ces personnes-là et on va les extraire dans un fichier Excel. Okay, donc, ici, on va utiliser Vaboot, mais il y en a d'autres, hein, il y a Phantom Buster également. Voilà. Et il va en fait me proposer un fichier exploitable. Voilà, s'il veut bien s'ouvrir. Ouais. Et en fait, je vais pouvoir, voilà, exactement, tu vois, c'est ici, Ready to Know, c'était pris en 2 secondes, très simple. Et donc, on voit ici, je vais ouvrir le fichier Excel qui soit clean. Voilà, ici. Toutes les personnes qui ont été extraites, voilà, avec la position, le company name, tous les champs sont en anglais. Donc ça, c'est important parce que la plupart des logiciels en fait, qui utilisent de prospection commerciale utilisent également des noms de champs en anglais et sinon, ça ne passera pas. Et leur profil LinkedIn, etc. Et donc, en fait, sur ces bases-là, je vais pouvoir commencer à créer ma campagne, éventuellement mon icebreaker. Ça, c'est un... Et donc, en fait, ce qu'on a été faire ici, pardon, j'étais un tout petit peu trop vite. On a extrait ces informations-là. Et après, il va me le proposer, mais j'ai aussi les emails des personnes. Si se trouve ici. Non, je ne l'ai pas encore fait, mais en gros, à partir de là, tu peux prendre ton fichier, le mettre sur un logiciel qu'on appelle Drop Contact. Je vais le remontrer après dans le flux. Et puis, tu as les emails en fait, qui vont être rajoutés en fait, à tous ces personnes-là. Grosso modo, tu peux t'attendre à avoir environ 60 à 70% des emails professionnels qui vont être retrouvés de ces personnes-là. Est-ce que je peux demander à la personne qui est aux toilettes d'enlever son micro? Merci. Ah ouais, c'est ça le bruit. Excellent. Mais c'est très bien. Donc ça, c'est un exemple. Si j'étais trop vite, on peut revenir dessus. Un autre exemple ici, qui est encore plus, je trouve, assez flippant, c'est, donc là, hein, juste pour vous expliquer, on était parti de LinkedIn, de CS Navigator, pour aller choper une liste. Donc c'est quelque chose d'assez classique avec un contexte donné. Toutes les personnes en fait, qu'on a été targetées sont membres d'un groupe et donc du coup, on va les targeter. Il y a une autre campagne qu'on est en train de réaliser également, qui est assez intéressante parce qu'on va, en fait, là, on est en train de targeter des gens, aussi des DRH, mais qui font partie d'un groupe, d'un site internet qui s'appelle l'ADP Brubra. On sait qu'il y a eu une conférence qui a été donnée sur le burn-out, donc c'est tout à fait dans le cœur de cible récemment. Et on va se poser la question, finalement, comment est-ce qu'on va aller extraire toutes les informations, donc scraper quelque part entre guillemets, les membres en fait de ce site internet-là. Tu peux faire ça avec Stepstone, tu peux faire ça avec Welcome to the Jungle, tu peux sur les job boards, on peut imaginer plein de campagnes comme ça. Et c'est quand même un gain de temps monumental. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire. Parce que, imagine, tu dois aller dire, OK, moi j'ai toute cette liste-là, regarder one by one sur LinkedIn et puis les mettre dans un fichier et puis après les importer dans ma prospection commerciale, c'est une galère, quoi. Franchement, surtout si, par exemple, tu es dans le recrutement et que tous les jours, tu dois aller voir les job boards, tous les jours, tu dois te connecter sur Stepstone ou sur Welcome to the Jungle, c'est vraiment une galère. Et donc, ici, il y a un petit tool très, très sympa et qui est tout à fait gratuit, qui s'appelle Instant Data Scraper. Voilà. Et qui va te permettre d'aller choper toutes les informations de ces gens-là. Tac.
Bon, ils n'ont rien demandé, désolé. J'espère qu'il n'y a personne dans la salle qui est, qui est dedans. Je pense pas. Je vais montrer le résultat final. Tu n'as pas encore le profil LinkedIn, mais je vais vous montrer ça. Et donc, en fait, tu vas avoir un fichier Excel qui ressemble à ceci. Voilà. Tac, 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 tac. Et là, bon, là, je l'ai rajouté, mais tu n'avais pas le profil LinkedIn. Et donc, ce qu'on va utiliser en même temps pour aller retrouver le profil LinkedIn, c'est un Phantom Buster. Phantom Buster, en fait, c'est un outil qui permet d'aller scraper pratiquement n'importe quelle donnée, que ce soit sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, ce que tu veux. C'est, on va dire, le SAP du scrapping pour les gros faquins. Et là, en fait, tu vas utiliser un fantôme qui s'appelle LinkedIn Profile URL Finder. Et donc, du coup, après, il va te retrouver en fait à chaque fois, ici, exactement, le LinkedIn URL de chaque personne. Et là, une fois que tu as un fichier Excel ou CSV, eh ben, tu vas pouvoir après utiliser que ce soit Lemlist, Prospecting, enfin Wallaxy, que ce soit Leadin, que ce soit, tu peux utiliser HubSpot, fait un peu moins LinkedIn, mais voilà, mais donc n'importe quel outil ici de prospection commerciale sur LinkedIn, quoi. Et pourquoi c'est important évidemment de retrouver le profil LinkedIn de la personne? C'est pour que tu fasses ta campagne, que tu puisses avoir quelque chose qui soit que en fait l'outil puisse identifier qui est la personne, quoi. Et alors, juste pour rajouter, par exemple, Ouais. ici, Anthony Dwinap propose un autre outil qui fonctionne pour lui. Je veux dire, ici, on est de nouveau sur le principe de qu'est-ce que tu préfères, Audi, BM, Mercedes, Volvo. Ouais. Voilà, chaque outil, chaque personnalité va avoir des affinités avec tel ou tel outil, etc. Donc, comme Anthony, be like Anthony, n'hésitez pas à partager vos outils préférés ici dans Anthony fait un outil de prospection commerciale, c'est ça? dans la discussion comme ça, Ouais. ou Hunterio. Voilà, merci à Julie. Enter.io, ouais. Mais grosso modo, aujourd'hui, c'est une explosion dans le marché. Hein. T'en as plus de Ah ouais, 200. ouais, Hein. Moi, on est j'en ai vu d'accord. une Ouais. centaine. Bah ouais, voilà, c'est ça. Mais donc, voilà, il y a ceux que tu proposes, ceux ici que la communauté va proposer, ce sera déjà un bon pool pour. Mais bon, voilà, À fond. moi, j'en compare toujours trois et je vois avec lequel ça fonctionne le mieux et puis je me tiens à ça, quoi. Exactement. Exactement. Et donc, ouais, c'est étonnant ça. Donc, voilà, ça c'est un flux. C'est ce qu'on appelle en fait un stack d'outils. Donc, un stack, c'est vraiment en fait le nombre d'outils que tu as qui te permet d'aller générer automatiquement ta prospection commerciale. Voilà, ça, c'est un flux que je vous ai montré, de flux total. Alors, après, l'idée, c'est d'aller… donc, si on reprend l'exemple de cette solution de prévention de burn-out, l'idée, c'était en fait d'aller targeter, comme je vous dis, des DRH qui sont sur Bruxelles, Brabant-Wallon, et qui avaient spécifiquement participé à un séminaire qui était organisé par l'ADP, donc c'est le site internet complètement pourrave que je vous ai montré, l'association des directeurs professionnels de ressources humaines. On savait que c'était très, très, très qualitatif. Et les targeter, en fait, leur envoyer un message très spécifique. Et donc, ce qu'on a été faire, c'est qu'on t'a envoyé 4 différents emails et puis différents messages sur LinkedIn également. Donc ça, c'est vraiment une séquence totale, globale. Donc, on va dire que dans un premier temps, on envoie un premier mail qui va être, on va introduire quelque part, on va leur offrir quelque chose de qualitatif sans demander spécialement un rendez-vous. Ensuite, le deuxième mail, on va simplement faire un petit reminder. Donc, vous voyez ici une séquentage entre les nombres de jours. Hein. Campagne, grosso modo, c'est 3 semaines, 1 mois. Et puis, le troisième mail, on va faire un petit peu de storytelling. On va expliquer, par exemple, des cas similaires. Ça marche bien. Qu'on a pu réaliser, où on met en fait le héros dans le storytelling, c'est toujours ton client. Donc, c'est genre, je ne sais pas si vous commercialisez ce genre de software-là, ça va être regarder comment BNP Paribas a réussi à augmenter son taux de rétention, on dit quelque chose, hein, en 30 jours. Et donc, tu vas vraiment faire quelque chose de très concret, tu vas expliquer en fait le storytelling de ton client. Et puis derrière, on fait le dernier mail. Hein.
C'est simplement, bah, écoutez les gars, j'ai pas eu de réponse, c'est pas grave, on se recontacte. Mais ça sert à rien. Je vois des gars qui envoient 6 mails, etc. À un moment donné, ça ne sert pas à grand-chose. Je pense que 4 mails, c'est déjà suffisant. Et après, tu peux commencer par LinkedIn ou bien terminer par LinkedIn, ça peu importe. Après, tu passes potentiellement sur LinkedIn et puis avec des calls également que tu peux mettre. Donc, tu peux vraiment avoir un flux total, quoi. Un framework que tu peux utiliser dans tes campagnes, il y en a pas mal, hein, mais ça fonctionne assez bien. L'AIDA, donc c'est vraiment 4, tu vas le diviser en 4 phases. Donc d'abord, tu vas attirer l'attention de ton email. Okay, donc, typiquement ici, ça va être, ça a été, tiens, voilà, j'ai vu que vous étiez un event qui est organisé par l'ADP où vous avez traité du burn-out. Point. L'intérêt, pour information, on a réalisé une étude sur ce point-là et on a suivi plus d'une centaine de personnes. Le désir, je serais super intéressé en fait de vous partager ça. Et dans cette étude-là, on a des experts qui parlent du burn-out, telle personne. Donc tu vas également en fait appliquer les principes de Cialdini où tu vas nommer en fait le nom d'autorité dans cette troisième phase. Et puis, le call to action, c'est simplement, il faut être très soft, hein, je pense qu'au plus c'est soft, au mieux ça marche. Tu peux dire, tiens, moi je serais ravi de vous partager les résultats de cette étude-là, parce que je pense que, je sais pas, si vous êtes ING, potentiellement ce qu'on a fait chez BNP Paribas, ça peut vous intéresser, quoi. Donc ça, c'est un exemple de framework, tu vois. Et la question qu'on reçoit souvent et qu'on se dit, même s'il n'y a pas de vérité absolue, c'est finalement quels sont les KPI en termes de campagne, combien de campagnes je dois envoyer, combien de personnes je dois contacter pour atteindre mes objectifs. Alors, tout dépend toujours des objectifs que l'on a, mais grosso modo, ce qu'on préconise et avoir des bons KPI, c'est si tu lances grosso modo une campagne par semaine, okay, ta campagne, ça va être un thème défini ou bien une industrie que tu vas aller targeter. Tu vas aller contacter 30-40 personnes. Ça, c'est un truc, ça ne sert à rien de scaler tes campagnes et commencer à envoyer comme un bourrin à 300, 400, 500 personnes si ton premier message, il ne fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne sur base de KPI et puis tu répliques. Pas l'inverse, quoi. C'est vraiment une erreur de débutant, j'en vois plein, ils utilisent pour la première fois un tool et ils disent génial, c'est comme un gosse qui a un jouet en main, je vais balancer ça à ma toute base de données, mais t'es grillé, quoi. Donc ça, c'est quand même ce qui est important. Et là, en fait, dans ta campagne LinkedIn, si tu commences par ça, 30 personnes que tu vas contacter, tu vas aller viser déjà un premier KPI qui est minimum 50% de taux d'acceptation. Si tu es là-dedans, tu es bon. C'est le premier truc. Et ensuite, grosso modo, un pourcentage de meeting qui sera de 10%. Tu vois. Sur email, HubSpot, mais peu importe, hein, ça peut être d'autres logiciels, je pense pas faire la pub d'un logiciel ou quoi. Si tu fais du multi-channel, donc tu vas passer de LinkedIn à email, grosso modo, les bons qu'il peut y avoir, c'est un taux d'ouverture de 50%. Si c'est en dessous, c'est que tu as un problème de délivrabilité. On va en reparler. Mais donc, ça veut dire que ton mail ne passe pas en fait à la personne. Et ça peut arriver. Hein. Tu as de plus en plus de bloqueurs dans des entreprises, dans des grosses boîtes. Mais bon, il y a les moyens techniques pour pallier à ce problème. Ensuite, un taux de clic. Donc, s'il y a un document de 15%, c'est pas mal. Et avoir un taux de réponse de 10%. Donc, moi, quand je lis sur les réseaux sociaux, la méthode magique pour avoir un taux de réponse de 90%, je souris toujours un peu. Alors, si c'est fait sur 10 personnes, j'y crois, tu vois. Mais si les mecs, ils ont bazardé ça à 1000 personnes et qu'ils balancent ça sur les réseaux sociaux, c'est too beautiful. Faut arrêter, quoi. J'y crois pas. Et en termes de call, mais là, on va reparler après, plus tard, du rôle quelque part qu'ont les sales, et plus particulièrement les SDR, ceux qui prennent les rendez-vous. C'est sain de faire entre 20, 30, 40 calls par jour. Évidemment, tout dépend de ton agenda. Et pour avoir d'expérience, grosso modo, sur 30 calls, tu dois avoir 10% de meeting également, quoi. Donc, comme ça, c'est vraiment les KPI, les best practices.
sur des campagnes. Imagine que tu fais ça chaque semaine, ben, tu peux continuer à croître et réaliser un pipe qui est vraiment super intéressant. Si à ce stade-ci, il y a des questions, Bernard, en fait, je continue. Ouais, on va plutôt garder les questions pour la fin parce que je vois que le temps avance et on est au quatrième point. Et nos chers start-upers n'ont pas le temps. Donc, pas pour faire l'animateur radio chiant, hein, mais… Non, d'office. Ça me semblait être un point important, tout le channel que j'ai montré. Et grosso modo, en fait, dans toute ta strat marketing, strat c'est également, tu peux appliquer quand tu fais des lead magnets, c'est-à-dire des white papers que tu te donnes gratuits, etc., un schéma qui s'appelle AARR, c'est difficile à prononcer. En gros, acquisition, activation, rétention, référel, revenu. Comment ça va se passer? Je vais vous montrer un exemple super concret, comme ça, vous allez tout de suite comprendre. Là, c'est une boîte qui s'appelle Lemlist. Lemlist, en fait, ils ont, tu la connais, Anthony, ils font, c'est un outil d'emailing, mais c'est un outil d'emailing, en fait, par la vidéo principalement. Et eux, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils en font beaucoup, hein, c'est voilà, ils ont fait un post ici sur LinkedIn, plutôt pas mal, qui respecte un peu ces principes-là, avec un call to action très clair. Et alors, ils ont demandé aux gens, ils offrent ici un webinaire où ils vont donner les secrets, entre guillemets, de comment ils ont généré 1 million de revenus à travers LinkedIn. Et là, concrètement, ils disent quoi? Ils disent commenter LinkedIn Secrets, et puis il va donc une action très claire, et puis ils vont envoyer le lien. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Premièrement, c'est un call to action qui est super simple, on peut mettre simplement LinkedIn Secrets en commentaire. Il demande de mettre ça en commentaire en fait, pour les booster le post et faire un algorithme qui est beaucoup plus important. Okay, et donc, en fait, tu vois vraiment ce funnel de ce lead magnet. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi, tu vas mettre, genre, si ça t'intéresse, LinkedIn Secret, tu vas aller à la session, et puis derrière, tu vas être retargeté, tu vas recevoir des mails, tu vas recevoir de la valeur, si c'est bien fait, ça va fonctionner, à un moment donné, potentiellement, tu vas acheter. Petit aparté, j'utilise, à mon avis, des pods. Des pods, c'est des groupes, en fait, de personnes qui commentent automatiquement les posts de l'un à l'autre. C'est un groupe d'entraide en fait des commerciaux, qui peut être une bonne stratégie, hein, je ne dis pas, mais ce qui fait que ça booste véritablement le nombre de commentaires, et ça de manière très très rapide, parce que ça c'est important sur LinkedIn, à savoir que quand tu postes, il faut que dans les premières minutes, en fait, tu aies directement des commentaires pour aller tomber dans le top de l'algorithme de LinkedIn. Voilà, ça c'était vraiment la partie ici, lead generation, automatisation, une partie des flux que je vous ai montré. Maintenant, la question aussi, c'est comment tu vas les targeter en fait. Comment tu vas targeter, sur quels critères. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux utiliser, il y a 2 termes à utiliser là-dedans, c'est l'ICP, donc le Ideal Customer Profile. L'Ideal Customer Profile, c'est ton client idéal. Comment tu définis ton client idéal? En fait, c'est le client qui va te générer le plus de revenus potentiellement en moins de temps possible. Okay, donc, c'est un peu, quand tu commences ton business, c'était early adopters. Ouais, quand tu as un business qui est un peu plus mature, en fait, c'est tu appliques ta loi Pareto, ton 20-80, et tu prends tes secteurs d'activité qui sont les plus, qui te rapportent le plus de thunes. Et tu vas définir ça avec des critères très clairs sur l'industrie, ton persona également, donc si c'est un DRH, si c'est un marketing manager, si c'est un IT manager, ton company size, mais c'est super important d'avoir une méthodologie là-dessus, tu vois. Et ensuite, l'ABM, c'est un truc qu'on a mis en place chez Influence. L'ABM, c'est l'activity-based marketing, account-based marketing, pardon. C'est un plan en fait de compte, donc de prospection commerciale en fonction des entreprises que tu vas approcher, que tu vas définir selon 3 tiers. Okay, on voit ici une pyramide. Les 3 tiers vont représenter en fait quelque part la personnalisation, donc au plus haut c'est, au plus personnalisé ça et au moins de comptes tu as, forcément, que tu vas apporter à ces entreprises-là et les actions que tu vas mener. Et donc, très concrètement, ici chez Influence, pour donner un exemple, il a défini 3 tiers. Le premier, c'est toutes des entreprises qui sont présentes dans les FMCG, c'est-à-dire Fast Moving Consumer Goods, donc des marques Mars, Unilever, Procter & Gamble, tout ce que tu veux, qui d'une part donc, sont dans les FMCG. Pourquoi les FMCG? Parce que c'est un secteur qui, durant le Covid, est un secteur qui est en poupe, marche très bien. D'autre part, ils ont pris des annonceurs et ils ont ces informations-là qui dépensent des gros budgets en marketing. Okay,
et qui, en plus de ça, sur lesquels, en fait, il y a des références qui sont existantes. C'est 3 critères objectifs qui permettent de définir que le premier tiers, c'est vraiment ce genre de boîte-là qui se retrouve là. Et ensuite, on va retrouver, en fait, dans les autres tiers, des industries où il y a un petit peu moins de références, où ils dépensent un petit peu moins d'argent, tu vois. Et le troisième tiers, ça va être vraiment, il n'y a pas de référence et ils dépensent aussi moins d'argent. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans ta stratégie commerciale? Quel impact que ça va avoir? Bon, en fait, sur ce premier tiers-là, donc imagine, tu as un commercial, on va lui définir, on va lui attribuer 100 comptes sur un trimestre, 100 comptes facile à retenir et gérable sur un trimestre également, pas 1000, ça ne sert à rien, on est en B2B. 20 vont être dans ce premier tiers-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va dire, OK, on va faire des actions super personnalisées. Par exemple, ce qu'ils avaient fait chez Gymlib, c'était ils avaient ils avaient distribué des flyers, avant le Covid bien sûr, aux bas portes de l'entreprise. Donc, ils avaient PUC comme target, ils avaient été chez PUC parce que c'est un avantage, un bénéfice pour les employés. Et ils avaient en fait distribué les flyers à tous les employés pour que derrière, ils remontent l'information à leur DRH. Ça, c'est une action super personnalisée. Une autre, c'est de créer, je sais pas, un white paper spécifiquement pour ce genre de boîte-là, tu vois, ou un webinaire spécifiquement pour ce genre de boîte-là, où tu amènes un de tes clients existants, un truc comme ça, quoi. Donc, il y a vraiment plusieurs actions personnalisées qui peuvent être mises en place ici. Et là, en fait, sur les autres secteurs, je dis toujours, surtout le tiers-toin, on va tester d'autres approches, d'autres campagnes pour voir si ça marche ou pas et s'ils peuvent potentiellement remonter dans les tiers. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps non plus, quoi. Alors, du coup, une fois que tu as ta strat commerciale et que tu as vraiment tes targets, que tu es clair là-dessus, tu dois absolument, et c'est super important, tous les commerciaux aujourd'hui surestiment complètement leur pipe. C'est un truc de fou quand on leur demande qu'est-ce que tu vas faire pour l'année prochaine. Ils te disent toujours, ouais, t'inquiète, je vais faire 300% mon objectif. Et tu dois absolument en fait avoir un pipe avec des steps et des stages, pardon, des étapes qui sont hyper définies et qui représentent en fait un pourcentage de chance de signature. Et ça va être le plus objectif possible. Quand on dit le plus objectif possible, c'est qu'on va utiliser des signaux qui vont déterminer si on passe d'une étape à une autre. Là-dessus, le CRM va quand même pas mal t'aider. Je m'explique. Il y a par exemple une chose des règles qu'on a mis en place, par exemple ici chez Influence, mais chez Odoo aussi, c'était le cas, c'est qu'on n'envoie pas par exemple une proposition à une entreprise tant que l'entreprise n'est pas qualifiée. Qualifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser en fait une méthode de qualification qui est le BANS. Le BANS, on va y revenir par après, c'est définir qu'il y a un budget, le B. Le A, c'est définir qu'on parle avec la bonne personne, autorité. Le N, c'est le need, donc il y a bien un besoin et qu'il y a un timing qui est défini. Sans ça, on n'envoie pas une proposition. Deuxième règle d'or, on parlait hier, Bernard, c'est que tu n'envoies pas une proposition par mail. C'est con, mais voilà, tu la présentes à ton client. Et là, tu es dans cette phase, en fait, de démonstration. C'est vraiment, une fois que ton client t'a donné l'autorisation, tu as la possibilité de commencer à démontrer. Donc, on peut appeler ça evaluation ou démonstration, que ce que tu veux. Et là, tu es environ à 50-60%, tu es vraiment dans ta proposition. Okay, donc, si on reprend vraiment toutes les étapes ici, discovery, pre-qualification, tout ça, c'est géré par le marketing. Okay, c'est simplement ta strat ABM, c'est les comptes que tu vas aller cibler. Une fois que tu commences à avoir une interaction avec l'entreprise, qu'elle a répondu à un de tes mails, quoi, et qu'elle veut un premier rendez-vous, OK, on va potentiellement qualifier l'opportunité. Okay, et puis derrière, on va aller créer une solution pour la personne, faire une proposition, évaluer, et puis après derrière, tu as les décisions en négociation et le closing. Et ce qui est intéressant avec des logiciels comme Spot, Odoo, peu importe, c'est qu'en fait, tu peux déterminer sur base des champs ou obliger les commerciaux à ne pas passer d'une étape à l'autre sans que certains champs soient remplis. Par exemple, le champ timing de la décision, tu vois. Si c'est le mois de décembre, OK, pourquoi le mois de décembre, tu vois. Ou par exemple, ça peut être aussi
le need, un truc comme ça, quoi. Et donc, comme ça, tu as vraiment quelque chose qui est bien cadré, quoi. Et un truc aussi, quand tu as ta réunion, je vais vous montrer après dans le spot comment ça se présente, rien ne doit être laissé au hasard. Tu as grosso modo une demi-heure, 45 minutes pour faire ton meeting et tu as différentes phases à respecter durant ta réunion. En gros, tu as 5 étapes. Mais la première qui est vraiment essentielle, sans ça, tu es mort, c'est la préparation. Tu vas sur LinkedIn, je vais te montrer, on n'a pas le temps de faire tout, mais tu peux aller regarder ici, tu peux utiliser un petit outil qui s'appelle Crystal Knows. Je suis en train de spammer Bernard, hein, désolé, hein, j'aurais pu prendre quelqu'un de l'audience, mais voilà. Et en fait, là, bon, déjà, je fais mes recherches sur toi si j'ai un meeting avec toi, hein, qu'est-ce que tu as fait, etc. Moi, je vois que tu as des points communs, on a fait l'échec, etc. Et en plus de ça, je vais pouvoir voir directement ton profil et donc voir comment je parle à la personne. Si c'est quelqu'un qui est logique et quelqu'un, je vois que c'est plutôt influent, Bernard, ok, ça va, je fais attention. Enfin voilà, tu vois, donc ça, c'est le genre d'outils, des petits hacks comme ça nous dit que coûte une vingtaine d'euros par mois. Crystal Knows qui te donne en fait la personnalité de quelqu'un quand tu as un meeting pro. Ouais. Pas mal, c'est sympa. Ça ne doit pas t'empêcher d'être authentique, mais c'est sympa. Tu as fait ta préparation, ensuite tu arrives à ton meeting. La première chose, c'est de fixer un agenda. Okay, et tu demandes l'autorisation de ton client. Super important. Et la première chose en général que je conseille de faire, c'est demande la permission de poser des questions à ton client. Donc, tu définis l'agenda. Genre, dans un premier temps, je vous propose, je vais vous poser 3 questions sur votre contexte, votre entreprise. Évidemment, j'ai préparé une présentation, mais je veux être sûr qu'elle soit relevante pour vous. Ensuite, une fois qu'on aura répondu à ces questions-là, je vais vous montrer 2-3 cas qui sont relevants par rapport à votre business. Et ensuite, à la fin, vous me direz si vous avez envie, oui ou non, d'aller plus loin et de définir une deuxième étape qui serait une démonstration. Et comme ça, dès le début de ton rendez-vous, en fait, tu as déjà défini le final step, entre guillemets, de ton client, c'est-à-dire le closing, c'est-à-dire, OK, la prochaine étape, c'est ça, et il n'y a pas de surprise. Tu n'es pas pris au dépourvu à la fin en mode, oui, en fait, on aimerait bien définir une réunion. Non, ça ne va pas, quoi. Donc voilà. Après, évidemment, chaque étape peut être, en termes de timing, peut être très différente. Si tu as quelqu'un en face de toi qui est hyper extraverti, ton rapport de building, là, il va durer des minutes. Et par contre, si tu as un rouge, c'est une minute, quoi. Le mec, tu lui demandes comment ça va être ton week-end, il te dit ouais, ça va, mais de quoi on parle aujourd'hui, tu as compris. Hein. Pas de l'affaire. Donc voilà. Et donc, du coup, ici, par exemple, je vais vous montrer 3 trucs. La méthode, elle est, ici, on prend un deal qualifié, bind, très clair, le budget, l'autorité, le need, le timing. Il n'y a pas de bullshit, il est dedans, c'est dans le CRM, et on ne commence pas à raconter des histoires. Sinon, les commerciaux, ils racontent n'importe quoi. Et pareil, pour aller qualifier un deal, ou quand vous avez un coup de fil avec un client ou quoi, préparez vos clients en avance, les questions en avance. What are your objectives? Who are you targeting? When? What results? Etc. etc. C'est vraiment des trucs à mettre en place dans votre CRM qui permettent de faire gagner un temps de malade. Donc, le maths, on en a parlé, donc je pense que je vais aller un peu plus rapidement. Et là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment un exemple d'opportunité qualifiée. Les 4 éléments-là, ils sont super clés. Les types de questions qu'on va poser, c'est sur le budget, par exemple. C'est pas est-ce que vous avez un budget ou pas. Ça, c'est une mauvaise question. C'est typiquement, aujourd'hui, dans, je ne sais pas si c'est en RH ou en IT, peu importe, en software, où est-ce que vous investissez votre budget, dans quel software, pourquoi? Pourquoi, la question, elle est super importante. Le comment et le pourquoi, ce genre de questions-là. L'autorité, ce n'est pas non plus est-ce que vous prenez les décisions. C'est une très mauvaise question. C'est aujourd'hui, vous êtes IT manager, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées également dans le process. Comment ça se passe, avec qui vous devez parler, etc. Voilà, c'est vraiment le comment. Le need, c'est super important, évidemment, sans problème ou sans en tout cas désir, il n'y a pas de vente. Tu vas poser la question, si tu es dans le software ou le marketplace, peu importe. Aujourd'hui, comment vous gérez votre situation? Je ne sais pas si tu es Odoo et que tu es une boîte de conseils. Vous avez tous les fichiers Excel, ok. Potentiellement, qu'est-ce que ça a comme implication dans le business? Comment et tu laisses parler ton client.
et tu laisses expliquer en fait quelles sont les conséquences du problème qu'il rencontre actuellement. Voilà, c'est ce genre de questions qui font parler et qui te permettent d'avoir beaucoup d'informations. Et le timing, de nouveau, pourquoi vous le mettrez en place en février ou en mars? Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas? Des trucs comme ça. Et il y a vraiment typiquement, c'est une question qu'on reçoit souvent, hein, mais comment est-ce que je fais pour gérer les objections? Comment est-ce que je fais idéalement, si tu as bien géré ta vente de A à Z, tu as anticipé toutes ces objections. Je vais te donner un exemple super concret. Une marketplace. Une marketplace, c'est jamais complet. Tu n'as jamais assez d'endroits où tu peux faire du sport, d'endroits où tu peux aller d'aller acheter ta bouffe ou des trucs comme ça. Et quand tu commences en plus et tu commercialises une marketplace en B2B, un des premiers obstacles que tu vas avoir, c'est ton client, il va te dire « Ouais, mais si je prends par exemple des salles de sport ou peu importe, hein, il va te dire « Ouais, mais il n'y a pas telle salle de sport, il n'y a pas telle salle de sport. » Bon, tu as compris que si tu n'as pas une solution toute faite à ce genre de problème-là, tu ne vas jamais vendre. Parce qu'il n'y aura jamais assez, entre guillemets. Et donc, ce que nous, on avait proposé, simplement dire, on anticipait ça, on disait, écoutez, voilà, on démarre en fait le nombre de l'offre et les salles de sport qu'il y a en a déjà une 150aine. La première chose qu'on disait, si vous trouvez une offre plus complète que la nôtre, que les 150aines que l'on a, et plus diversifiée, vous me le dites. Bon, on savait que ce n'était pas le cas. Et la deuxième chose qu'on disait, c'est seulement, ces 150, 200 salles de sport qu'on va retrouver, on sait que ça répond à la majorité des besoins, mais il y aura toujours des gens qui vont demander des trucs. Alors, si vous devenez client, si on commence ensemble, si on teste la collaboration, eh ben, vous aurez la possibilité de demander de rajouter dans le réseau des salles de sport. Tu vois? Et donc, c'est une manière d'anticiper les objections et tu sais qu'elle va tomber. Et autant directement couper court aux discussions, de le proposer tout de suite que d'essayer de cacher des faiblesses. Ce n'est pas une bonne manière, je pense, de vendre à ce niveau-là. Et donc, voilà, tu as anticipé. Malgré tout, tu as parfois même des objections qui peuvent arriver. Et là, tu as une méthode super simple qui permettent de les traiter. Ça tombe sous le sens, mais la première chose à faire, c'est de prendre un temps d'arrêt, d'écouter et de demander de reformuler, tout simplement. Ça te fait gagner du temps. Parfois, tu n'as pas compris ce que la personne te dit ou tu as mal compris. Et ça te permet de réfléchir à ce que tu vas dire. Et puis, tu reformules, donc tu réexpliques avec tes mots ce que tu as compris, ce que le client a voulu te dire. Et puis, potentiellement, tu vas proposer une solution. Si tu n'as pas la solution tout de suite, ce n'est pas grave. Hein. Tu peux la proposer plus tard. Mais si tu l'as, tu la proposes. Et à la fin, quand tu dois, le next step, simplement, on dit voilà, je vous ai proposé cette solution-là. J'entends que ça vous convient. Et donc, tu attends que la personne te dise oui. OK, je pense qu'on peut passer au point suivant. Et si tu as bien fait ton cycle de vente, si tu as bien géré ça, normalement, tout se fait de manière hyper naturelle. Alors, il y a des questions qui reviennent souvent hein, quand on est vraiment dans la vente consultative. Et la vente consultative, elle consiste à apporter énormément de valeur, créer de l'intérêt, proposer une solution, etc. C'est à quoi tu reconnais en fait les signaux d'achat. Et ça, c'est super important. Et de nouveau, on en a parlé tout à l'heure, mais gérer ton pipeline, c'est comme, entre guillemets, gérer une machine, tu dois avoir le moins possible de place au hasard. Il n'y a pas d'hasard, il y a que des opportunités et des contextes que tu peux créer. 3 exemples concrets que je peux vous donner, c'est la première, simplement, et je vais vous montrer ça très concrètement, c'est ta salle en tout, normalement CRM, ton activité feed. Le nombre de mails qui sont ouverts, le taux d'ouverture des mails, en fait, c'est simplement l'interaction que tu as dans le client. C'est super concret. Tu peux le voir tous les jours, tu peux créer en fait un workflow qui te permet après de recevoir une notification automatiquement sur ton smartphone. Donc ça, c'est vachement puissant. Notre signal d'achat, c'est simplement les questions qu'on va te poser qui se projettent vers l'avant, tu vois, vers le futur. Un petit conseil que je vous donne, un petit tip, quand tu es en mode closing, en mode où tu vas vendre, il y a une friction qui se crée
entre l'acheteur et le vendeur. Le vendeur, lui, tout ce qu'il veut, entre guillemets, je caricature un peu, c'est aller closer le deal et choper la commission, entre guillemets. Ce que l'acheteur, il veut absolument pas. Enfin, lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est passer à l'étape suivante et implémenter une solution, peu importe laquelle qu'elle soit. Rends la tâche facile à ton acheteur. Quand je dis ça, c'est tu vois, comme next step, et on l'a fait souvent, c'est définir, par exemple, un next step agréable comme, écoutez, moi, je vous propose, la prochaine étape, c'est de définir, qu'on définisse déjà un kick-off, tu vois, le kick-off meeting, le lancement du projet. Comme ça, tu donnes un message très positif, on va démarrer le projet ensemble, dans 2 semaines, on définit dans l'agenda, la personne, elle est déjà, entre guillemets, closée, plus, plus en arrière, sans parler de tout l'administratif, l'aspect contractuel qui est assez chiant à faire. Alors, évidemment, dans 2 semaines, on fixe un kick-off. Bah, c'est évident qu'entre-temps, tu as renvoyé le contrat, tu vois. Mais tu n'es pas obligé d'insister sur l'aspect contractuel qui est vraiment assez chiant. Et ça marche surtout bien, tu vois, dans le monde startup PME, parce que c'est un monde dans lequel on est moins formalisé que dans les grosses boîtes. Dans les grosses boîtes, tu dois absolument avoir un contrat avant de démarrer une collaboration, ce qui est tout à fait logique et compréhensible. Et parfois, ça prend 2 mois. Dans une startup, une PME, en général, le contrat, c'est une formalité. Et donc, tu as vraiment envie de passer à ce genre de steps supplémentaires. Voilà, ça c'était une petite aparté. Deuxième signe d'achat, comme je disais, c'est les questions qu'on va te poser, donc qui sont orientées vers le futur. Troisième, potentiellement, ça peut être ton client qui t'appelle, ça peut être tu peux le provoquer aussi, hein, tu peux, si tu as une nouvelle référence, tu peux l'envoyer aussi de la nouvelle. Donc, voilà, quoi. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'à chaque étape de ta vente, tout à l'heure, on en a vu, il y en a grosso modo, tu as 7 interactions dans un cycle de vente B2B que tu vas avoir dans l'interlocuteur, des cycles de vente longs, hein, 3 à 6, voire 6 mois, 9 mois, voire 1 an. Tu dois avoir une raison de contacter ton client. Contacte pas ton client pour lui dire « Salut, tu vas bien, je voulais juste avoir de tes nouvelles. Et si tu peux le faire si tu veux, mais et tiens, où en est le deal, quoi. » C'est lourd, c'est redondant. Non, contacte-le. Tiens, on vient de gagner un nouveau deal qui est similaire à ta problématique. J'ai pensé à toi et je compte te le partager, par exemple. Et si tu n'as rien à dire, alors ne le contacte pas. Et une fois que tu as vraiment toute cette machine qui est mise en place, tous ces process, le truc, et l'idée, c'est de commencer forcément à scaler. Alors, il y en a chez vous, parmi les boîtes ici qui sont peut-être au démarrage de l'activité, qui ont peut-être quarantaine, cinquantaine de références, il y en a qui sont beaucoup plus loin, mais peu importe, tu dois vraiment avoir des profils hyper spécialisés dans la team sales pour que tu aies une machine qui soit hyper efficace. Grosso modo, mis à part le head of sales, tu as 3 types de sales dans une équipe. Tu as le SDR, tu as un account exécutif et un customer success. C'est quoi la différence? Le SDR, pour l'inside sales, c'est le mec qui va choper les meetings. C'est aujourd'hui, il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est une denrée rare. C'est un gars qui va être capable de faire du copywriting, c'est-à-dire d'écrire des mails correctement et des messages LinkedIn, parce que lui, il va générer des rendez-vous. D'appeler aussi correctement, parce que s'il est très bon, il va pouvoir appeler et prendre des bons rendez-vous. En général, c'est des profils qui sont jeunes, qui sortent de l'école, qui demandent à être formés, qui font ça 1 an et puis qui se barrent. Mais à exception près, tu peux avoir des profils beaucoup plus âgés et qui font que ça, mais c'est plutôt rare. Il faut être à l'aise avec les technologies aussi, c'est important. Il faut être structuré. Voilà, ça, c'est le profil un peu du SDR. Surtout pas sous-estimer, parce qu'on dit entre guillemets, j'entends souvent, c'est un job de merde. Déjà, c'est pas vrai du tout. C'est un job qui est difficile. Et deuxièmement, c'est un job super important. Ensuite, quand tu as un compte exécutif, toi, ton but, c'est de closer. Tu gères à partir du moment où tu as le meeting jusqu'au closing. Okay, tu vois ton client, tu es le point de contact de A à Z. Et une fois que tu as fini la vente, c'est entre guillemets fini. Tu peux travailler en parallèle avec le customer success, mais c'est lui qui va reprendre la main. Et c'est lui dont l'objectif principal, c'est vraiment quelqu'un qui est orienté client. C'est plutôt un profil très empathique. Ce n'est pas spécialement un vendeur, c'est vraiment un profil empathique et qui va faire en sorte qu'il y ait de la rétention. Alors, tu vois, vous voyez, ici un peu une structure classique. Ce qu'on
on a mis en place ici, chez Fluent, chez Gymlib, en fait, c'est de travailler avec des binômes. Ça, c'est pas mal. Et donc, en fait, tu as un binôme qui est un SDR, donc un Inside Sales, qui va travailler avec un account exécutif. Et c'est important vraiment d'avoir ce bon binôme qui est créé. Et limite, c'est encore mieux s'ils sont spécialisés par industrie, par exemple, ou par géographie. Si tu as, à contrario, si tu as un SDR qui travaille avec 3 sales, ce ne sera pas efficace. Il faut vraiment que tu aies un binôme qui soit bien ficelé, quoi. Donc, tu as, d'une part, ça c'est vraiment une règle d'or d'avoir un binôme, et d'autre part, la spécialisation qui est hyper cruciale ici. Et puis derrière, toute une machine va fonctionner ensemble. Dans un premier temps, donc, le marketing va créer des opportunités qu'on appelle MQL, Marketing Qualified Leads, c'est-à-dire qu'il va aller qualifier en fait tous les prospects s'ils correspondent bien à la cible. Ensuite, derrière, c'est l'Inside Sales qui va prendre le premier rendez-vous. Lui, il va le transformer en ce qu'on appelle SQL, Sales Qualified Leads, qui définit que, OK, le client est mûr pour aller plus loin dans le processus de vente. Et puis derrière, en fait, le Customer Success va avoir des KPI, des objectifs qui vont être, OK, un taux de rétention, par exemple, de 90%. Il va incentiver également là-dessus. J'espère que je vous ai donné une bonne vue d'ensemble de tout le processus commercial de A à Z, des bons tips and tricks, et que c'était insightful pour vous. Maintenant, je suis plus que partant pour répondre à toutes vos questions et let's engage, comme on dit. Écoute, merci Juan, c'était ultra intéressant, très complet, plein d'exemples, c'est super. Moi, ce que je vous propose, je vois que Bruno nous pose déjà une question ici, mais on va gérer les questions de plusieurs manières, si vous le souhaitez, parce que quand on a fini quelque chose, les bonnes questions ne viennent pas toujours directement, donc sachez que vous pourrez nous les poser par après aussi, on reste bien entendu à votre entière disposition, vous pouvez nous les poser en live maintenant, ou vous pouvez nous les écrire dans la discussion. Donc, je propose qu'on commence avec la première question de Bruno, qui est « Qui fait les démos, selon toi, entre le SDR et l'account exécutif ?» Juan, je te laisse. Ouais, c'est une très bonne question. Bruno, en fait, tout dépend de d'abord de ton cycle de vente, OK, et de marché dans lequel tu es. Moi, je dirais que c'est vraiment l'account exécutif qui va faire la démo. Mais de nouveau, je dis ça avec des pincettes, au plus ton cycle de vente est long, au plus il y a de chances que le SDR fasse la première démo. Par exemple, chez Oracle, c'est une grosse boîte, on est d'accord. La première démo est faite par le SDR, tu vois. Et puis, une fois qu'il a qualifié, comme c'est des cycles de vente qui sont de 9 mois à 1 an, donc ça dépend de ton panier moyen, en fait. Hein. Après, ça passe au sales. Si c'est des cycles qui sont plutôt 3 mois à 6 mois, qui est un peu plus court, alors c'est vraiment le sales qui va faire la première démo et le SDR, il va juste générer en fait le rendez-vous. OK, next. On a Maxi qui nous pose 2 questions. Donc, vaut-il mieux passer par LinkedIn avant de faire du direct mailing, surtout lorsqu'on a obtenu les infos par scrapping? Question en parenthèse GDPR. Ouais, moi, alors, ouais, effectivement, je préconise dans les campagnes multi-channel, effectivement, de démarrer par LinkedIn, si c'est possible, évidemment, parce que tu as des industries dans lesquelles les personas ne sont pas sur LinkedIn. Donc là, c'est plus compliqué. Il y a des trucs, mais c'est plus compliqué. Mais en tout cas, moi, l'expérience de toutes les campagnes que l'on a générées, c'est une activité qu'on fait aussi. LinkedIn fonctionne un petit peu mieux qu'email, quoi. OK, et alors la deuxième question de Maxi, c'est combien de sales faut-il au minimum dans l'équipe lors du lancement? Ça, c'est une très bonne question. Je ne l'ai pas abordée. J'aurais voulu l'aborder, donc c'est génial. Petite anecdote, on a commencé par faire une grosse connerie quand on était chez Gymlib. Donc là, j'ai mis en place la filiale en Belgique. Et on a fait la connerie d'engager, on avait levé 10 millions d'euros. Donc c'était waouh, grosse fête. Et on a engagé en fait en 6 mois
4 sales, sans SDR. Ouais, c'est la pire connerie qu'on ait fait, tu vois. Et pour se rendre compte après que malheureusement, voilà, on a dû faire marche arrière. Mais moi, ce que je préconise, c'est faire une étape, mettre en place un process qui est du step by step. C'est-à-dire, tu commences par un sales. Le sales est performant. Quand je dis performant, c'est, si on est très, très concret, chiffré, il a généré, il a closé ses premiers deals et il est rentable, entre guillemets. Donc là, ça peut durer 3 mois, 6 mois. Après, tu engages un SDR. Comme ça, tu formes ton binôme. Pourquoi? Premièrement, c'est vachement valorisant pour le sales. Il ne stagne pas. Concrètement, il a quelqu'un à côté de lui qui va lui générer des rendez-vous. Et puis, ça crée beaucoup plus de cohésion, tu vois. Et donc, tu formes ton binôme dès le début. Et ainsi de suite, en fait. Après, tu vas potentiellement recruter ton head of sales qui va mettre en place ce genre de truc-là. Mais moi, je fonctionnerais par binôme. Un SDR pour un sales. Et une fois que tu as 2 binômes qui fonctionnent bien et que tu as un taux de rétention qui sont classiques, parce qu'au début, ton sales, il va tout faire. Hein. Il fait ton pre-sales, ton sales, c'est ton after-sales. Une fois que tu as une masse critique de clients, genre 20, 30, 40 clients, tu vas pouvoir engager un customer success qui va gérer ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, du coup. Oui, dit Maxi. Et Bruno te remercie aussi. Il dit que vous êtes aligné. Donc, plaisir. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il y a... Shoot. N'hésitez pas. Dans le chat ici. Ouais, normalement, j'ai abordé toutes les questions, mais bon, voilà, je veux dire, on répondra aussi à vos questions après le webinaire. Vous me les envoyez par mail, je les transfère à Rohan, ou vous les envoyez en direct à Rohan. Il ne faut pas hésiter, on reste là. Donc, voilà. D'autres questions? C'est que tout était très clair. Hein? C'était clair, oui. Voilà, moi, je voulais juste vous remercier. Du coup, nous, juste pour faire la petite présentation, donc moi, je travaille pour Gespodo, mais on est plus dans du B2C. Donc, on est plus dans du business to client où on travaille avec des podologues qui sont en profession libérale. Donc, le LinkedIn est moins, évidemment, la technique d'approche qui correspond, je dirais, par rapport à notre activité. Mais en tout cas, ça a été très instructif. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je t'en prie. Et rappelle-moi le nom du fondateur de Gespodo que j'ai déjà rencontré. David Baudret. Voilà, mais tu remettras mon bonjour à David. Pas de souci. Voilà, mais là, comme on est en train de développer plutôt les orthopédistes et les proto-orthésistes, on est plus là, du coup, dans du B2B indirectement. Donc, voilà, c'est vrai que LinkedIn reste quand même une approche professionnelle facile. Comme vous l'avez dit au début, on est très, très nombreux sur cette plateforme. Donc, mais bon, nous, on fonctionne mieux avec les réseaux sociaux. Donc, avec Facebook, Instagram et tous ces canaux-là. OK. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Merci pour le feedback, Laure. N'hésitez pas à nous envoyer votre feedback aussi. Vous avez tous nos adresses mail. Hein. Ici, vous voyez celle de Juan qui est ici. La mienne, vous l'avez reçue vu que c'est forcément moi qui vous ai envoyé les emails d'invitation. On reste à votre entière disposition. Si vous voulez nous proposer des sujets pour le futur, please go ahead, faites-le. Ça nous aidera à être plus précis et à être le plus intéressant possible et à vous aider à résoudre des problématiques bien spécifiques. Voilà. Comment est-ce que vous allez nous envoyer l'enregistrement? Écoutez, c'est une excellente question parce que là, ça fait 1h30 que ça dure. Donc, à mon avis, je vais le mettre sur un serveur et je vous enverrai un lien pour que vous puissiez le télécharger parce que l'envoyer par email, ça risque de faire mal. Quoi. Donc, ici, il y a une… Oui, je vous écoute. Peut-être envoyer la présentation. Je pense que ça peut peut-être être utile aussi. Oui, d'office. Vous pouvez aussi avoir la présentation, juste les slides. Hein. Donc, ça… Pour ceux qui veulent la présentation ou l'enregistrement, vous m'envoyez un petit email. C'est très simple, bernard@digital-station.be. Et alors, on s'occupe de ça. Et alors, votre feedback et vos propositions de sujets pour les prochains webinaires, voilà. N'hésitez pas. Écoutez, si plus personne n'a de questions, je vous souhaite de passer une excellente journée. Encore un tout grand merci à Juan d'avoir passé 1h30 avec nous et de nous avoir éclairés par rapport aux meilleures techniques de vente. Merci à toutes les startups et à tout le monde qui a participé.
Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à très bientôt. Salut, bonne journée. Merci. Ciao, ciao. Au revoir. Excellente Bonne journée, journée à merci. tous. Au revoir. Au revoir. Ciao.